Dans cette vidéo, on va étudier le déplacement de Mario. Donc Mario aura la possibilité de se déplacer en utilisant les flèches du clavier, c'est-à-dire, donc pour aller à gauche, ce sera la flèche gauche, et pour aller à droite, ce sera la flèche droite. Donc on va aller dans Eclipse. Si je relance le programme dans son état actuel, on a ici notre fenêtre avec Mario. Donc si, évidemment, je gère le déplacement de Mario en faisant se déplacer ce petit personnage sur l'écran, ce qui va se passer, c'est que très vite, évidemment, il va sortir à droite ou sortir à gauche de l'écran. Donc ce n'est pas la technique utilisée. La technique utilisée, c'est que Mario, lui, va rester sur place, mais par contre, ce sont tous les objets fixes de l'écran autour de lui qui vont se déplacer dans le sens contraire où lui est censé se déplacer. Donc on va voir comment on gère ça. Alors pour plus de simplicité, on va commencer par ici fermer tout ça, et on va créer un nouveau projet pour chaque vidéo. Donc ici, Java Project, on va l'appeler 18-02 jeu Mario. On peut également, si on veut, renommer ce dossier 1801, donc on fait refactor rename, donc -01. Maintenant on peut le fermer, donc close project. Et ici maintenant on va importer tout le contenu du dossier 1801 jeu Mario dans le dossier 1802 jeu Mario. Donc pour ça on va importer les sources. Alors on se met sur SRC, on fait un clic droit, ensuite on fait import, ensuite donc on va dans file system, next, browse, ici on va aller chercher notre dossier, donc moi c'est dans ici prog Eclipse, donc je vais chercher dans prog Eclipse ici 1801 jeu Mario, je prends le dossier SRC, ok, ici je dis voilà ce que j'ai dedans, vous voyez on retrouve tout ce qu'on a créé, je coche que je veux tout le contenu du dossier SRC, je fais finish, et vous pouvez constater qu'ici, tout a été recopié dans ce dossier. Donc maintenant, si je lance ceci, Java Application, OK, j'ai bien mon programme qui est ici, qui a été sauvegardé dans le nouveau dossier 1802 jeu Mario. Alors, pour que notre Mario se déplace, donc on a dit qu'on allait déplacer l'écran derrière lui, donc pour ça, il va falloir créer ce qu'on appelle un flux indépendant, c'est-à-dire qu'un programme qui va s'exécuter régulièrement en tâche de fond et qui va repeindre régulièrement notre écran. Et donc, ça va nous permettre, grâce à ça, lorsqu'on va déplacer l'image du fond d'un cran vers la droite ou d'un cran vers la gauche, comme elle sera repeinte régulièrement, eh bien, on aura une impression de déplacement de Mario. Donc on va créer pour ça une nouvelle classe. Donc on va dans le package comme matmorer.jeu. Ici on fait new class, ou sinon on peut le prendre ici aussi. Et donc on va créer une classe qu'on va appeler par exemple chrono, puisqu'elle va nous servir à chronométrer tous les combien on veut un affichage de l'écran du fond. Finish. Alors on a bien donc créé une classe qui est dans le package comme.matmorer.jeu. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que cette classe, on va lui créer une interface, donc implements, qu'on appelle runnable. Donc ici, j'ai un soulignement rouge, parce qu'évidemment, il faut rajouter une méthode qui est obligatoire, c'est-à-dire la méthode run, qui est associée à l'implémentation runnable. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va commencer par créer une petite variable privée, puisqu'elle va servir simplement ici, donc private, final, alors en fait c'est une constante même, int, on va l'appeler pause, égale 3. Donc ça va correspondre au temps de pause entre deux tours de boucle. On va ici créer une boucle infinie qui va tout le temps tourner, qui va tout le temps permettre de repeindre l'écran. Et donc, pour trouver le rythme des affichages, il faut une pause. Donc on va s'arrêter environ 3 millisecondes à chaque tour de boucle avant de repeindre l'écran. Donc ça, c'est
temps d'attente entre 2 tours de boucle. Alors maintenant ici, on va créer une boucle infinie. Donc on va mettre while, donc tant que vrai. Donc ça permet d'avoir une boucle infinie puisque ça va tout le temps marcher. Il n'y a pas de condition d'arrêt. Et donc ici, on va demander dans cette boucle de repeindre l'écran, donc d'appeler la fonction, la méthode paintComponent. Alors on sait que lorsqu'on veut appeler la méthode paintComponent, l'instruction c'est repaint. Donc on va faire main, puisque on veut accéder à la scène, puisque c'est dans la scène qu'on a cette méthode paintComponent. Et pour accéder à la scène, il faut passer par main, puisque notre scène a été déclarée dans la classe main. Si je regarde ici, vous voyez, c'est ici que j'ai ma classe scène qui a été déclarée justement en public statique pour qu'elle soit accessible de partout. Donc je peux y accéder, mais pour y accéder, il faut que je passe par la classe main. Donc je fais main, point. Alors vous voyez qu'ici, on me propose scène, point scène, et point repaint. Donc ce qui va se passer, c'est que à chaque tour de boucle, eh bien, ça va appeler la fonction paintComponent, qui est ici. Et donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait pour l'instant? Eh bien, elle dessine l'image du fond de l'écran et l'image de Mario. Alors tous les combien on va avoir cette chose-là? Eh bien ici, on va se mettre une pause. Alors, le flux qui est ici s'appelle un thread. Donc on va mettre thread, .sleep. Et ici, on va mettre pause. Ah, alors c'est souligné en rouge, pourquoi? Parce que il faut ici, vous voyez, surround with try catch. En fait, c'est une instruction qui est assez sensible, c'est-à-dire qui est susceptible de mal s'exécuter dans le programme. Donc c'est pour ça que on a ici une information. Au cas où ça se passerait mal, on peut demander de faire autre chose. Donc nous, ça va pas être notre cas, on fait confiance, ça va bien se passer. Donc j'enlève ceci. Voilà, donc je suis obligé de mettre try catch, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ici, que va-t-il se passer? J'ai ici une boucle infinie qui va, à chaque tour de boucle, redessiner notre scène, ici, donc la repeindre. Et ensuite, derrière, il va y avoir un arrêt, une pause de 3 millisecondes, puisque j'ai choisi ici 3 millisecondes. D'accord? Alors, ce qui se passe, c'est que, bon, on va dire que cette instruction-là, imaginons qu'elle va prendre entre 1 et 2 millisecondes à se faire. Donc ici, grosso modo, on aura un tour de boucle tous les 3 ou 4 millisecondes, c'est-à-dire à peu près entre, on va dire, 250 et 350 images par seconde. Donc, c'est-à-dire une fréquence de 250 ou 350 Hz. Alors, pour information, l'œil humain est capable de distinguer 25 images par seconde. Vous voyez qu'on aura une impression de continuité, ce sera très fluide. Donc on pense bien ici à enregistrer avec CTRL S, donc cette classe chrono. Maintenant, on va aller dans scène. On va se placer tout à la fin du constructeur. Et ici, on va créer une instance de notre chrono. Alors ce chrono, c'est ce qu'on appelle un thread. Donc on va l'appeler par exemple chrono écran. New thread. Et entre parenthèses, on va mettre new chrono. Donc ici, en fait, on crée une espèce de programme indépendant qui s'appelle chrono écran et qui va tourner en fond de façon à repeindre notre écran en suivant les instructions données dans la classe chrono, toutes les donc 3 ou 4 millisecondes. Alors ce chrono, évidemment, il faut le démarrer, puisqu'on peut l'arrêter ou le démarrer comme on veut. Donc ici, pour le démarrer, on va simplement mettre chrono écran, point start. Puisqu'on peut éventuellement arrêter ce chrono de temps en temps si on a besoin d'un certain programme. Nous, ce ne sera pas le cas puisqu'il va fonctionner en permanence tout au long du déroulement de notre programme. Alors si on veut tester ça, maintenant on peut lancer.
Donc on constate évidemment qu'il ne se passe rien, puisque évidemment notre œil ne voit pas que les images se rechargent très régulièrement. Si on veut s'en convaincre, on peut repartir dans le chrono, et ici rajouter l'instruction système outprint, et on va faire afficher quelque chose pour voir tous les combien ça s'affiche. Alors, petit raccourci clavier qui permet d'aller plus vite, on fait ciseaux comme ceci, ensuite CTRL espace, et donc vous voyez, ça vous affiche toute l'instruction, ça va beaucoup plus vite. Et on va mettre par exemple, petit message, OK, pour voir si effectivement cette instruction s'effectue bien régulièrement comme on l'attend. On lance l'application, on constate que ici, donc on a l'écran normal, et ici vous voyez que l'affichage de la console nous montre que l'instruction OK s'affiche très régulièrement. Donc ça veut bien dire que notre boucle infinie ici tourne normalement. Alors maintenant, de façon à faire bouger notre écran, il va falloir rajouter une petite variable. Donc ici on va mettre private int dx. Donc ça c'est ce qui va permettre de déplacer l'écran horizontalement. Ici on va l'initialiser comme d'habitude, donc this.dx égale 0. On va se créer ici dans les méthodes une nouvelle méthode qu'on va appeler déplacement fond qui va gérer le déplacement du fond. Alors public void déplacement fond. Et donc ici, ce qu'on va demander à cette méthode, c'est simplement de mettre à jour la position de notre fond, c'est-à-dire que this.xFond 1 égale this.xFond 1 moins this.dx. Voilà, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, la position du fond va être mise à jour en tenant compte ici de la valeur de dx qu'on va enlever à chaque fois. On aurait pu l'ajouter aussi, ça n'a pas d'importance. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va évidemment demander ici dans Paint Component de faire fonctionner cette méthode à chaque tour de boucle, donc de notre boucle qui est gérée par notre chrono. Donc ici, on va mettre this point déplacement fond ici. Voilà, donc à chaque fois qu'on va repeindre l'écran, eh bien, on va faire appel à cette méthode déplacement fond qui est ici. Et donc, si par hasard la valeur de dx n'est pas égale à 0, eh bien, du coup, l'abscisse de référence de notre fond va être modifiée. Et donc, on aura l'impression que Mario se déplace, puisqu'en fait, c'est le fond qui va se déplacer. Dans le sens contraire, évidemment, du déplacement de Mario. Alors, on va sauvegarder, donc CTRL S. Évidemment, si on lance l'application, on ne voit rien du tout puisque ici notre valeur de dx est à 0, donc l'image ne bouge pas. Donc maintenant il va falloir créer une nouvelle classe clavier qui va justement gérer la modification de cette variable dx en fonction de si Mario va vers la droite ou si Mario va vers la gauche. Alors toujours dans le package comme mathmower.jeu, on va créer une nouvelle classe, donc ici une nouvelle classe qu'on va appeler clavier. Donc cette classe va avoir pour interface KeyListener, puisque c'est elle qui va gérer justement les appuis de touche au clavier par l'utilisateur. Donc implements KeyListener. Donc ici je dois importer la classe KeyListener et ensuite je dois implémenter les méthodes comme d'habitude. Donc add an implement method. Alors celle-ci on ne va pas s'en servir, donc on est obligé de la laisser quand même. On va la mettre en bas. Par contre, on va se servir de KeyPressed et KeyReleased. Donc KeyPressed, c'est quand on appuie sur la touche. KeyReleased, c'est quand on relâche la touche. Donc ici, on enlève les commentaires.
Ici, on remplace par E. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Donc, on va commencer par keyPressed. Donc, on va dire si, entre parenthèses, donc e.getKeyCode. Donc là, on récupère le code de la touche. Alors, si ce code de la touche, il est égal à keyEvent.vk_write, c'est-à-dire, autrement dit, si la touche qui a été appuyée, c'est la touche flèche vers la droite, dans ce cas-là, on va demander à notre DX de prendre la valeur 1. Donc pareil, pour accéder à ce DX, il faut passer par la scène. Pour accéder à la scène, il faut passer par la classe main. Donc on écrit main.scène. Alors ici, je ne peux pas accéder à DX puisque je n'ai pas encore créé d'accesseur et de modificateur pour la variable DX. Donc ce qu'on va faire, c'est que on reviendra ici après, on va repartir dans la classe scène et ici on va créer ce qu'on appelle des getters et des setters pour pouvoir accéder à cette variable DX, pas directement, mais par l'intermédiaire d'une méthode comme on a déjà appris à le faire. Donc ici, on va se créer ce qu'on appelle des getters. Donc, alors ici, on va faire clic droit, source, on va aller dans Generate Getters and Setters, et on va demander ici à générer le getters pour DX. Et donc ici, j'ai ma fonction que je récupère. Alors comme elle est très courte, on va l'écrire sur une seule ligne pour éviter d'avoir un programme qui soit trop long. Donc voilà, donc ça va nous permettre d'accéder à la valeur de DX. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est également pouvoir la modifier. Donc pour la modifier, la même chose, on va créer un setter. Et donc ici, toujours pareil, clic droit, source, generate getters and setters. Ici, ok. Voilà mon setter. Que je mets également sur une seule ligne pour gagner un petit peu de place. Donc voilà ce qui va me permettre de modifier la valeur de DX de l'extérieur de la classe. Alors, CTRL S toujours pour sauvegarder de temps en temps. Donc ici, je repars dans le clavier. Donc maintenant, je fais scène.set. Et cette fois-ci, vous voyez que j'ai mon setDX qui est accessible et qui me permet de modifier la valeur de DX. Donc je vais la mettre à 1. Donc maintenant, DX vaut 1. Alors sinon, donc else, if, donc cette fois-ci, je peux avoir aussi appuyé sur la touche flèche gauche. Donc ça peut être ici left. Et dans ce cas-là, je vais demander main.scène.setDX. Et là, je vais le mettre à -1 pour que Mario se déplace dans l'autre sens. Du moins que l'écran se déplace dans l'autre sens. Voilà. Alors ensuite, lorsque je vais relâcher ici la touche, que ce soit la touche droite ou la touche gauche, ce que je veux, c'est que l'écran évidemment ne bouge plus, que Mario ne bouge plus. Donc cette fois-ci, je vais mettre, dans ce cas-là, lors du relâchement de la touche, on va écrire que on veut que DX revienne
à 0. Maintenant, on peut, avant de lancer notre programme, évidemment relier cette classe clavier à notre scène. Donc pour cela, on va mettre ici dans notre constructeur this.addKeyListener. Ce keyListener, ce sera notre clavier. Donc ici, on va mettre new clavier. Voilà, donc j'ai créé un keyListener qui me permet d'écouter les événements clavier de la scène. Et comment je gère ces événements clavier? Eh bien, je les gère à l'aide de la classe qui s'appelle clavier. Donc c'est pour ça ici que j'indique que je relie la classe clavier à ma classe scène. Alors, on avait déjà vu aussi que pour qu'on puisse écouter l'écran, il faut d'abord préciser deux choses. D'abord, il faut mettre this.setFocusable true. Et ensuite, pour être sûr de récupérer le focus, il faut mettre this.requestFocus in window. Donc maintenant, on peut tester. Donc je lance l'application. Donc j'ai toujours ça qui s'affiche. Et ici, si j'appuie sur la flèche droite, je constate que Mario semble se déplacer. Et si j'appuie vers la gauche, donc vous voyez qu'en fait, c'est mon image de fond qui se déplace d'un côté ou de l'autre. Et évidemment, on voit tout de suite qu'il va falloir trouver quelque chose pour que l'image de fond soit constamment présente et qu'il n'y ait pas comme ça des trous, parce que sinon ça pose des problèmes. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.